Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous analyserons l'arrêt R contre Briscoe, rendu en 2010, dans le but d'illustrer les composantes et les différentes formes de l'infraction en droit criminel canadien. Cette décision de la Cour suprême du Canada revêt une importance particulière, puisqu'elle permet de comprendre comment la responsabilité criminelle peut être engagée non seulement à l'égard de l'auteur principal du crime, mais également à l'égard de toute personne y participant à titre de complice. Elle met en lumière les deux éléments essentiels de toute infraction criminelle, soit l'actus reus et la mens rea, ainsi qu'une forme spécifique de responsabilité criminelle, la complicité, tout en abordant la doctrine de l'ignorance volontaire. Maintenant que le cadre est posé, levons le voile sur les faits à l'origine de la décision, lesquels se déploient comme suit. Nina Courtepatte, une jeune fille de 13 ans et une amie, ont été attirées dans une voiture en se faisant faussement promettre d'être amenées à une soirée festive. Michael Erin Briscoe a conduit le groupe, composé notamment de Joseph Wesley Laboucan et de 3 adolescents en direction d'un terrain de golf isolé. À l'insu de Nina et de son amie, Joseph avait plus tôt dans la journée évoqué son désir de trouver une personne à tuer. L'idée semble avoir été accueillie sans opposition notable et Nina aurait alors été identifiée comme cible par Joseph et d'autres membres du groupe. Une fois sur les lieux, Michael ouvre le coffre du véhicule et, à la demande de Joseph, lui a remis des pinces. Il s'est ensuite tenu à l'écart derrière le véhicule tandis que les autres se dirigeaient vers le terrain de golf sous le prétexte de chercher la fête. Michael a rejoint le groupe à peu près au moment où une des adolescentes a asséné un coup à Nina par derrière à l'aide d'une clé à molette. Pendant quelques instants, il a saisi Nina et lui a ordonné, sur un ton colérique, de garder le silence. Par la suite, Michael est demeuré passif, regardant, pendant que Nina subissait une agression sexuelle, avant d'être tuée. Les 5 individus ont fait l'objet d'accusations, d'enlèvement de voies de fait graves et de meurtre au premier degré. Michael Briscoe et Joseph Laboucan, les 2 adultes, ont été jugés ensemble par un juge siégeant seul, à l'issue de quoi Briscoe a été acquitté. Le juge de première instance a retenu que l'actus reus de l'infraction de participation à des infractions était établi, mais la mens rea faisait défaut, Michael n'ayant pas la connaissance requise quant à l'intention criminelle de Laboucan. Les acquittements ont été infirmés par la Cour d'appel qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès au motif que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en omettant d'examiner la doctrine de l'ignorance volontaire. Passons à présent à l'examen des composantes de l'infraction. En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 du Code criminel, la responsabilité criminelle vise à la fois l'auteur de l'infraction et toute personne qui contribue à sa commission en l'aidant ou en l'encourageant. Comme mentionné précédemment, toute infraction criminelle comporte 2 éléments essentiels, soit la mens rea et l'actus reus. L'actus reus, de l'aide ou de l'encouragement au sens de l'alinéa B et C du premier paragraphe de l'article 21 du Code criminel, consiste dans le fait d'accomplir ou de parfois ne pas accomplir un acte qui a pour effet d'aider ou d'encourager la commission de l'infraction par l'auteur principal. Aider, au sens de l'alinéa B, signifie assister la personne qui agit ou lui prêter main forte, tandis que encourager, au sens de l'alinéa C, renvoie notamment au fait d'inciter ou d'instiguer à la commission d'une infraction ou d'en favoriser ou provoquer la perpétration. L'actus reus n'est pas contesté dans le cadre du présent pourvoi, Briscoe ayant posé 4 actes d'assistance démontrant sa participation aux infractions. Quant à la seconde composante de l'infraction de participation à des infractions, visée à l'alinéa B, celle-ci englobe l'intention ainsi que la connaissance.
Relativement à l'intention, il incombe au ministère public d'établir que l'accusé avait l'intention d'aider l'auteur principal à commettre l'infraction sans qu'il soit nécessaire qu'il en souhaite la réussite. Par conséquent, M. Briscoe n'avait pas à approuver ni à souhaiter subjectivement la mort de la victime. Le cœur de l'arrêt porte sur la notion de connaissance, la Cour y intégrant la doctrine de l'ignorance volontaire. Pour avoir l'intention d'aider M. Laboucan à perpétrer les crimes, encore fallait-il que Briscoe ait connaissance de l'intention de ce dernier de commettre chacun de ces crimes. Cela s'explique par le principe selon lequel une connaissance suffisante est nécessaire à l'établissement de l'intention requise. En ce qui concerne l'élément de connaissance, l'intention d'aider à commettre une infraction suppose que la personne sache que l'auteur principal a l'intention de commettre le crime, sans qu'il soit nécessaire qu'elle en connaisse les modalités précises. Il est requis que la personne qui aide ou encourage la commission d'une infraction ait connaissance de l'intention de l'auteur principal de tuer la victime, sans pour autant être tenu de la partager. Il suffit que, ayant connaissance de l'intention de l'auteur principal de commettre le crime, la personne agisse avec l'intention d'aider à la commission de l'infraction. C'est dans ce contexte que s'applique la doctrine de l'ignorance volontaire. L'ignorance volontaire peut se substituer à la connaissance réelle chaque fois que celle-ci constitue un élément de la mens rea. La doctrine de l'ignorance volontaire impute une connaissance à l'accusé qui nourrit des doutes suffisants au point de vouloir obtenir des renseignements supplémentaires, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire. En appliquant ces principes, la Cour conclut que le juge du procès a commis une erreur en ne tenant pas compte de la doctrine de l'ignorance volontaire. La preuve tendait à démontrer que Briscoe soupçonnait qu'un crime grave allait être commis, mais qu'il avait choisi de ne pas s'en informer davantage. Dans ces circonstances, une analyse de la mens rea à la lumière de la doctrine de l'ignorance s'imposait. Je suis en accord avec le raisonnement de la Cour suprême du Canada. Permettre à un accusé d'éviter sa responsabilité criminelle en s'abstenant de s'informer dans le but de tromper l'administration de la justice créerait une faille importante dans le système de justice pénale. La reconnaissance de l'ignorance volontaire permet ainsi d'assurer que les individus ne puissent se soustraire à leurs responsabilités en adoptant une attitude d'aveuglement délibéré. Cependant, cette approche soulève des critiques. La frontière entre ignorance volontaire, la négligence pénale et l'insouciance étant difficile à tracer en pratique. Puisqu'elle repose sur l'état d'esprit de l'accusé, cette approche comporte le risque d'une extension de la responsabilité criminelle dans des situations où la preuve demeure incertaine. Il existe un risque que les juges en sous-estiment la portée très limitée. Dans le but de remédier à ces lacunes, le professeur Glanville Williams suggère une limitation de la doctrine de l'ignorance volontaire. La conclusion d'ignorance volontaire ne peut être retenue que dans les cas où il est presque possible d'affirmer que le défendeur avait connaissance du fait. Celui-ci le soupçonnait et en percevait la probabilité, mais s'est abstenu d'en obtenir confirmation afin de pouvoir, le cas échéant, nier sa connaissance. Il faut en effet conclure que le défendeur a cherché à tromper l'administration de la justice. Toute définition plus générale aurait pour conséquence de rendre impossible la distinction entre la doctrine de l'ignorance volontaire et celle de la négligence civile de se renseigner. Cette approche vise à éviter que la doctrine de l'ignorance volontaire ne glisse vers une forme déguisée de négligence, ce qui compromettrait la distinction fondamentale entre responsabilité subjective et objective. Dans le cadre d'une procédure d'appel fictive, la question centrale serait de déterminer si la Cour d'appel a eu raison d'ordonner la tenue d'un nouveau procès au motif que le juge de première instance n'avait pas correctement analysé la doctrine de l'ignorance volontaire dans l'évaluation de la mens rea de Briscoe.
Je suis en faveur de la décision de la Cour d'appel et du maintien de la tenue d'un nouveau procès, puisque le juge de première instance a omis un élément juridique essentiel, soit l'application de la doctrine de l'ignorance volontaire dans l'analyse de la connaissance requise pour établir la complicité. Premièrement, la preuve au dossier démontre clairement que Briscoe a participé activement à plusieurs gestes facilitant la commission des crimes, tout en étant exposé à des circonstances hautement suspectes. Ces éléments permettaient raisonnablement d'inférer qu'il avait au minimum des soupçons sérieux quant à la nature criminelle des événements. Deuxièmement, la doctrine de l'ignorance volontaire fait partie intégrante de l'analyse de la mens rea lorsqu'une preuve de connaissance est requise. En droit criminel, un accusé ne peut éviter sa responsabilité en choisissant délibérément de ne pas confirmer ce qu'il soupçonne fortement. L'omission du juge de première instance de considérer cette doctrine constitue donc une erreur de droit. Troisièmement, cette erreur n'est pas accessoire puisqu'elle affecte directement la conclusion sur la culpabilité. Elle touche à un élément essentiel de l'infraction, soit la connaissance de l'intention criminelle de l'auteur principal. Enfin, confirmer la décision de la Cour suprême est essentiel afin de persévérer l'intégrité du système de justice pénale, en empêchant qu'un individu puisse se soustraire à sa responsabilité par un aveuglement volontaire stratégique. En conclusion, d'un point de vue historique et pratique, cet arrêt s'inscrit dans une évolution importante du droit criminel. Il vise à empêcher qu'un individu puisse éviter sa responsabilité criminelle en demeurant volontairement aveugle face à une activité criminelle qu'il soupçonne fortement. La reconnaissance de l'ignorance volontaire est donc nécessaire pour éviter que la complicité criminelle soit contournée par une attitude stratégique d'aveuglement. Son impact demeure majeur, notamment dans les dossiers impliquant des réseaux criminels ou des crimes collectifs. Toutefois, malgré sa pertinence, cette doctrine doit être appliquée avec prudence afin d'éviter une extension excessive de la responsabilité criminelle et de persévérer la distinction entre connaissance réelle, insouciance et négligence.